Mes chers compatriotes, vous que les notions de liberté, d'égalité et d'adelphité ont nourri depuis la plus tendre enfance. Depuis bientôt un an, un virus, qui nous était inconnu, a déferlé sur le monde et a envahi notre espace. D'abord surpris, nous apprenons chaque jour à le connaître, à vivre avec et à prendre les justes mesures qui conviennent pour ne pas y succomber. Ne pas y succomber chacun et chacune individuellement, mais aussi en tant que groupe humain, en tant que société. Je suis profondément un démocrate. J'aurais pu, au fur et à mesure que s'installe cette crise, profiter des cris d'alarme des personnels soignants, des alertes de certaines expertes scientifiques et de l'hébétude des députés de la majorité pour étendre mes pouvoirs et limiter ceux des autres institutions, et donc les vôtres, en faisant perdurer un état d'urgence sanitaire que nous avons sorti du chapeau en début d'année. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu tenter de ménager la chèvre de l'économie et le chou de la santé, en tirant des frontières factices entre des activités essentielles, manger, boire, dormir, travailler, quel que soit le travail, et d'autres plus accessoires, rencontrer de nouvelles personnes, se cultiver, voir ses amis ou ses proches, et faire semblant qu'il n'y a pas de contradiction entre ces frontières-là. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu inventer une situation absurde en décidant par avance, dans ma grande clairvoyance, les seules occasions où sortir de chez soi serait autorisé et en demandant à notre police de contrôler vos faits et gestes sous peine de sanctions financières et vous obligeant de fait à trouver 1000 stratégies rocambolesques pour continuer à vivre sans devenir fou ou complètement dépressif. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai jamais. Bien sûr, d'autres pays l'ont fait, même s'ils sont minoritaires. Mais je ne laisserai jamais croire que la réponse à toute situation de crise, toute difficulté sociale ou sanitaire est de montrer les muscles, de s'agiter et de se pavaner dans une attitude martiale. Non, nous ne sommes pas en guerre. Nous avons à faire face à un élément du vivant qui entre en concurrence avec la vie de certaines et certains d'entre nous, et non à un ennemi organisé avec des intentions mauvaises. Il s'agit juste de nous en préserver au mieux. Je suis un démocrate et je n'ai pas la prétention d'être autre chose. Je crois en votre liberté, en votre intelligence, en votre sentiment de solidarité. Et sur la base de ces quelques principes, j'ai confiance en votre capacité à agir avec pertinence. Mon rôle est double ici. D'une part, de veiller à ce que vous puissiez vous informer, le plus précisément et le plus justement possible, en discriminant honnêtement ce que nous savons de ce que nous ne savons pas, sans manipuler les chiffres. Il ne s'agit ni de diffuser une peur excessive, ni de donner le sentiment qu'il n'y a aucun problème. Des gens meurent, ou bien développent des symptômes persistants et gardent des séquelles. Mais beaucoup d'autres ne sentent rien passer, ou sont malades quelques jours sans grandes conséquences. Tout ceci, je vous l'accorde, est perturbant, et demande que les seconds fassent des efforts pour préserver les premiers, sans qu'on puisse bien savoir à l'avance qui sera dans quel groupe. Mais d'autre part, ma responsabilité, la première, est de garantir le bon fonctionnement de l'État et des services publics, et donc en particulier celui de la santé. Sur ce deuxième point, je voudrais rappeler que cela fait plusieurs années que mon gouvernement et moi, ainsi que ceux qui nous ont précédés, considérons que bon fonctionnement pour les services publics est équivalent à bon bilan financier. Le bien-être et la bonne santé des personnels soignants ou des patientes ne rentrent pas dans nos critères habituels d'évaluation. Nous nous sommes focalisés sur la dette de l'État, sur la réduction de ses dépenses,
et sur le transfert d'un maximum de ses attributions actuelles dans le secteur privé. La santé, l'éducation, la sécurité sociale, de même que jadis les transports ou l'énergie. Quitte donc à limiter le nombre de lits en hôpitaux, à fermer des services et à soumettre les personnels à un stress permanent qui finit par se ressentir dans la qualité des soins. Devoir choisir quel patient sauver au détriment d'un autre, laissez-moi vous dire que cela ne date pas de l'épidémie actuelle. On nous a lourdement alertés par des manifestations, par des tribunes, des pétitions, mais nous n'avons pas fondamentalement changé de politique, car c'est ce que nous permet notre régime présidentiel. À une certaine période, passée, l'expression de la colère dans la rue aurait pu infléchir nos décisions, mais cette période est révolue. Je suis malgré tout un démocrate et je crois fermement que si vous avez voté pour nous, ainsi que pour celles et ceux qui nous ont précédés, c'est que, au fond, vous désirez cette situation. Nous n'avons jamais caché nos intentions, vous souhaitez donc, dans votre majorité, ou plus précisément dans cette minorité suffisamment grande pour faire élire un gouvernement, que l'édifice de solidarité et de sécurité sociale que l'histoire française a su bâtir, ce que nous appelons l'État-providence, s'effrite et finalement s'écroule et que notre pays finisse par fonctionner grossièrement comme les États-Unis d'Amérique. Et je le comprends, ils font de très bonnes séries télévisées, la misère, les émeutes, la drogue, tout cela est photogénique. Nous aurions donc beau jeu, après des années d'une politique austéritaire, à faire reposer sur vous et votre seul comportement la responsabilité de ne pas engorger l'hôpital public. Vous pouvez nous aider, c'est bien, mais nous n'allons pas vous y obliger. Ce ne serait pas très compliqué de faire résonner des valeurs fortes de solidarité, d'altruisme, de courage et d'héroïsme, tout en pointant du doigt des comportements tout à fait banals, comme aller se promener, retrouver quelques amis en bas de chez soi, mais qui, dans l'occasion, passeraient pour égoïstes et irresponsables, et ainsi d'obtenir votre consentement à des mesures disciplinaires fortes et liberticides, alors qu'au fond, il ne s'agirait que de masquer notre propre faute. Ce serait, pour oser les mots, du gros foutage de gueule. Aussi, je n'en ferai rien. Il est grand temps de payer les conséquences de nos inconséquences. Je me bornerai à remplir mon devoir, à savoir porter assistance au service public, débloquer des fonds pour acquérir, faire construire du matériel et mobiliser du personnel pour lui permettre de faire face, de monter en puissance. Restons sérieux. Cela sera insuffisant, cela restera difficile, ces choses-là se préparent au long terme et il est trop tard. Nous avons été incompétents. J'y reviendrai. Il nous faudra donc accompagner du mieux possible le personnel soignant dans ces temps difficiles, c'est tout ce que nous pouvons faire. Alors la meilleure façon de faire face reste tout de même de ne pas propager le virus. Mais je vous le répète, ceci n'est pas ma responsabilité, c'est la vôtre. Elle est celle de tout un chacun. En lien et en concertation avec les associations, les services publics, les élus locaux et les entreprises, nous mettrons tout en œuvre pour inventer des solutions à partir de la base pour que chacune et chacun puisse agir le plus justement possible dans le périmètre d'action et en fonction des contraintes qui sont les siennes. Par exemple, tout ce qui peut se faire en télétravail, bien sûr, nous faciliterons et accompagnerons le recours au télétravail. Tester massivement aussi. Identifier autant que possible les chaînes d'infection pour isoler les malades et les cas contacts et ainsi prévenir les transmissions. Mais nous pourrions aussi trouver des solutions innovantes. Puisque l'on sait que le virus se diffuse très peu à l'extérieur, à l'air libre, exploiter davantage les extérieurs que les intérieurs. Même s'il fait froid. Mais organiser les classes en extérieur, par exemple, quand cela est possible.
fermer les intérieurs des commerces, des bars et des restaurants, mais permettre aux petits commerçants d'installer des comptoirs sur les trottoirs pour que les clients puissent faire leurs achats en toute sécurité et pas tous au même endroit. Ou simplement limiter l'afflux dans des endroits exigus. Banaliser des places de parking et installer des barnums bien ventilés pour étendre les terrasses dans la restauration. Rompre avec cette idée étrange de confiner tout le monde dans des intérieurs, les uns et les unes sur les autres, au prix d'angoisse, de violence et de troubles mentaux invraisemblables, et laisser les gens se promener autant que possible. N'utilisez les masques qu'à bon escient, à savoir dans des espaces clos ou à l'extérieur quand il n'est pas possible de se parler à distance. Encouragez les gens à aller crier leur colère. Organiser des manifestations, se retrouver en collectif, mais autant que possible à l'extérieur et avec des masques, afin de faire progresser les idées et redonner à chacune une marge d'action. Et enfin, mobiliser les musiciennes, les danseurs, les comédiens, les comédiennes, les peintres, les sculptrices, tous les artistes, pour diffuser dans la rue et dans les cours d'immeubles une joie de vivre, une puissance d'agir, de rire, de communier, capable de donner de la force à nos organismes pour se défendre face à la morbidité de la période et, in fine, face au virus. Car la bonne santé n'est pas qu'une question de contamination, de transmission de virus d'un organisme à l'autre et de médicaments pour lutter contre. La bonne santé est un tout. Et céder à l'angoisse et à la morosité met en péril ce tout. Et bien sûr, il y a toutes ces solutions astucieuses auxquelles je n'ai pas pensé moi-même, mais que l'intelligence collective de la concertation saura faire émerger. Et puisque les réalités de terrain sont toujours difficiles à prévoir, toutes ces solutions qu'il ne sera pas nécessaire de concerter à l'échelon national, ni même régional, mais dont on laissera l'initiative au mieux placé pour la prendre. Telle est ma responsabilité. Ni plus ni moins. Il reste cependant peut-être une petite chose que je peux encore faire pour vous. Chacune pour ralentir et peut-être stopper la propagation de cette épidémie, doit prendre ses responsabilités. Nous savons que vous le ferez spontanément. Personne ne souhaite tomber malade et nous ne vous le souhaitons pas. Il y a certes la question de l'engorgement de l'hôpital, mais il y a aussi la question de votre bien-être. Il faut prendre conscience que si vous allez à l'hôpital en réanimation, c'est que vous êtes dans un état très grave et que si vous vous en sortez, vous en garderez peut-être des séquelles. Il s'agit de l'éviter par tous les moyens. Encore une fois, ce n'est pas mon rôle de donner des préconisations médicales. Je ne suis pas votre père et ce n'est pas non plus ma compétence. Pour cela, suivez autant que possible les consignes de votre médecin. Nous veillerons à leur liberté de traitement. Et informez-vous en croisant les sources. Faites fonctionner votre esprit critique. Tout au plus, pouvons-nous relayer les conseils les plus simples et basiques sur lesquels tout le monde peut s'accorder et que j'applique moi-même. Se laver les mains régulièrement, éviter les embrassades et les poignées de main, s'isoler et se faire tester si vous avez été en contact avec une personne malade ou en cas de symptômes avérés, se parler à distance dans des endroits bien aérés ou en portant le masque en cas de grande promiscuité. Et si vous rendez visite à une personne particulièrement vulnérable du fait de l'âge ou de ses maladies chroniques, redoublez de précautions et faites-vous tester avant. Nous pourrions ajouter aussi que plus vous êtes en forme, plus vous êtes heureuse et heureux, plus vous mangez sainement, êtes en capacité d'exprimer vos émotions et en capacité d'agir, plus votre corps sera en mesure de se défendre efficacement face à ce virus, mais face à toute autre maladie. Et nous pourrions ainsi vous recommander d'éviter le stress, l'inaction et de préférer le travail et les loisirs au grand air, à l'ambiance renfermée des bureaux et des intérieurs en tout genre. Mais nous savons aussi que vous n'êtes pas, dans votre grande majorité, complètement libre de vos mouvements et de votre temps. Ainsi,
Nous allons réfléchir en concertation avec les entreprises et dans les services publics aux moyens de mettre en œuvre pour vous redonner plus d'autonomie et de pouvoir de décision. Que vous ne soyez plus à la merci d'une employeuse ou d'un employeur qui vous somme de venir travailler, voire même d'étudier, alors que toutes les conditions sanitaires ne vous semblent pas remplies, ou que cela vous occasionne des ulcères à l'estomac. Que vous puissiez plus facilement mettre entre parenthèses votre vie professionnelle si vous sentez que celle-ci vous mine le moral et vous fragilise. Que vous puissiez la continuer dans les meilleures conditions possibles si vous sentez qu'elle vous fortifie au contraire. Mais que vous ne vous sentiez pas obligé de prendre les transports en commun où la promiscuité est difficile à éviter pour vous rendre à votre travail. Que nous puissions aussi collectivement redistribuer les charges les plus pénibles et les plus exposées, mais aussi les plus essentielles, afin qu'elles ne pèsent pas toujours sur les mêmes épaules. Et puisque nous savons que cette maladie, comme toutes les autres maladies, touche en priorité les personnes les plus pauvres et les plus fragiles, garantir à tous et à toutes une stabilité financière, le temps au moins que durera cette crise. Stabilité financière et un toit, évidemment. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Il faut que chacun participe à l'effort collectif à hauteur de ses moyens. Ainsi, nous allons augmenter les impôts sur les plus hauts revenus. Que les citoyens les mieux dotés participent davantage. Nous allons aussi taxer les transactions financières et parallèlement instaurer un revenu de base inconditionnel dont le montant reste à définir. Ainsi, par ces mesures, vous redonnez de la liberté et vous permettre de vous recentrer sur des activités proches de chez vous, plus saines, plus satisfaisantes et peut-être plus utiles socialement. Ainsi, profitez de cette crise pour recentrer l'économie sur du solide, c'est-à-dire à l'échelle de la vie quotidienne et des petites activités artisanales, et non celle des grands groupes, des grandes industries et des grandes banques. Vous êtes, chacun, les forces vives, les trésors de ce pays. Et c'est chacun et chacune d'entre vous qu'il faut sauvegarder, avant toute chose. L'économie, c'est vous. Reste à savoir quelles conséquences il faudra que je tire personnellement de cette situation. Cette crise nous a mis face à des manquements, à des problèmes, de façon tonitruante. D'une part, l'échec cuisant des choix budgétaires et sociaux que ma famille politique a pu mener depuis plusieurs décennies. Je vous encourage donc, pour le futur, à cesser de voter à droite. D'autre part, la très faible résilience de notre société qui fait qu'il est délicat, voire impossible, de ralentir nos activités pour préserver notre santé sans mettre à mal nos économies et nos structures sociales. Alors je le dis, alors même que la France s'en tire plutôt pas mal. Et enfin, le grand danger que constitue la concentration des pouvoirs dans une poignée de personnes, en particulier dans la mienne, étant entendu que leur seule véritable compétence est de savoir se faire élire. Je ne suis pas parfait, je ne détiens pas la vérité, et être devenu président de la République ne me garantit pas d'avoir raison sur tout. Peut-être l'aurez-vous même remarqué lors de ce discours. Ainsi, il me faut prendre encore une fois mes responsabilités et ouvrir un processus de changement de constitution pour inventer la France de demain. À l'issue de ce processus, au moment de faire adopter cette nouvelle constitution par référendum, je m'engage aujourd'hui solennellement à démissionner de mon poste actuel. Car il est urgent de réinventer notre démocratie pour que toute l'intelligence de notre nation y participe. Et il est urgent d'acter que s'il y a bien une chose que ce virus doit faire mourir sans que nous nous efforcions à vouloir la réanimer, ce sont les vieilles idées. En demeurant jusqu'à ce jour votre humble serviteur, vive la France, vive la démocratie.